Je m'appelle Carmen. J'ai 74 ans, et j'ai vécu une vie pleine de sacrifices, de travail, et de joie simple. Ma famille a toujours été ma priorité, et je n'ai jamais hésité à donner tout ce que j'avais pour mes enfants. J'ai perdu mon mari il y a quelques années, et depuis, je me suis retrouvée seule à gérer la maison, mes finances, et mes relations familiales. Ce n'était pas facile, mais je n'ai jamais eu peur de travailler dur pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes proches. Je me souviens encore du jour où j'ai eu cette idée. J'avais tout mis en place pour le futur. L'appartement où nous avons vécu avec mon mari, il était petit mais chaleureux. Et même si je savais que ce n'était qu'une petite propriété, elle avait une grande valeur sentimentale pour moi. Je ne voulais pas que mes enfants se battent pour ce bien après ma disparition. Je voulais leur laisser quelque chose de concret. Je savais qu'ils n'avaient pas besoin d'une maison immense, mais une petite sécurité financière pour traverser les épreuves de la vie. J'ai pris une décision, je voulais tout organiser, faire en sorte que mes biens soient répartis de manière équitable entre mes enfants. Rémi, mon fils aîné, semblait être la personne la plus à même de gérer mes affaires. Il avait toujours été celui qui comprenait le mieux les choses. Il était calme, posé, et je pensais qu'il avait acquis une certaine sagesse au fil des années. C'était aussi le plus proche de moi. Alors, un jour, j'ai décidé de lui parler. Je lui ai expliqué que je voulais laisser l'appartement à Emma, ma fille, car elle en avait toujours rêvé. Et je voulais laisser mes économies à Rémi. C'était un choix qui me paraissait juste. Rémi m'a écouté attentivement, mais je n'ai pas ressenti l'enthousiasme que j'avais espéré. Il m'a simplement dit que c'était une idée, raisonnable, mais que ce n'était pas forcément nécessaire de se précipiter. Je n'ai pas insisté, mais quelque chose dans son attitude m'a mis mal à l'aise. Ce n'était pas comme d'habitude. Il semblait distant. Mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention. Après tout, il était mon fils. Je croyais en lui. Quelques jours après cette conversation, Rémi est revenu chez moi. Il avait l'air encore plus distant, et il m'a dit quelque chose qui m'a glacée. « Maman, il faut qu'on parle. Je pense qu'il serait préférable que je prenne tout. Je vais gérer tout ça. Ce sera mieux pour tout le monde. Tu sais, tu vieillisses, et il faut penser à l'avenir. » Je l'ai regardé, abasourdi. Il voulait que je lui donne tout? Pourquoi? Je pensais qu'il comprenait, mais là, j'avais l'impression que quelque chose avait changé. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Je lui ai demandé de me montrer exactement ce qu'il voulait dire par là, mais il a évité de répondre directement. Il m'a dit qu'il s'en occuperait et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'a demandé de lui donner tous les documents. Il voulait tout contrôler. Il m'a même dit que ce serait plus facile pour moi. Tu ne comprends pas, maman. Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider, et je suis celui qui peut le faire, m'a-t-il dit avec un air presque autoritaire. Je ne savais plus quoi penser. Était-ce ça, l'amour de mon fils? Pourquoi ne m'avait-il pas expliqué plus clairement ce qu'il entendait par « mieux pour tout le monde » ? Les jours qui ont suivi, j'ai ressenti une pression croissante. Chaque fois que je lui parlais, il me disait que tout allait bien se passer, mais il semblait vouloir accélérer le processus. Chaque fois que j'avais des doutes, il me disait de ne pas m'inquiéter. Je suis devenue de plus en plus inquiète. Il me parlait de tout gérer, mais il ne voulait jamais m'expliquer en détail ce qu'il faisait. Il me demandait de signer des papiers sans me donner la possibilité de tout lire. Tout cela me semblait étrange. Un jour, j'ai décidé de lui demander une fois pour toutes ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il était important que je comprenne, et que je voulais savoir exactement ce qu'il faisait avec mes documents. Il m'a répondu qu'il s'agissait simplement de formalités, mais son ton m'a paru de plus en plus froid et distant. Tu sais, maman, tu vieillis, tu devrais vraiment laisser les jeunes gérer. Tu te fatigues pour rien. Je veux juste m'assurer que tout soit en ordre, et que tu n'aies plus rien à gérer. Il n'y a rien à craindre. Fais-moi confiance. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas encore les preuves pour affirmer que mes soupçons étaient fondés. J'ai essayé de me rassurer, en me disant que c'était peut-être juste une phase, mais quelque chose au fond de moi me disait que j'étais en train de perdre le contrôle sur mes affaires. Tout a basculé un mois après que Rémi ait pris ses papiers. Un matin,
je suis entrée dans la pièce où il gardait les documents, et j'ai vu qu'il avait déjà commencé à retirer des fonds de mon compte bancaire. C'était l'une des étapes pour vendre l'appartement. Il m'avait assuré que ce n'était qu'une procédure nécessaire, mais en voyant les fonds partir, j'ai ressenti un choc. Le peu de sécurité que j'avais, tout partait. J'ai immédiatement compris qu'il avait pris des décisions en mon nom sans mon consentement. Il m'a regardé et m'a dit : « Tu devrais être contente que je fasse ça pour toi. C'est pour ton bien. Pourquoi veux-tu garder tout ça ? C'est juste un poids pour toi. » J'étais sous le choc. Je me suis sentie trahie. Ce n'était pas une simple décision, c'était un vol déguisé en bienveillance. Il m'avait manipulée. Il m'avait convaincu que c'était pour mon bien, mais en réalité, il s'était approprié ce qui m'appartenait. Je savais qu'il ne m'avait pas écoutée. Je savais qu'il avait pris ses propres décisions sans me consulter. C'était trop pour moi. Il fallait que je réagisse. Il était temps que je prenne les choses en main. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Chaque jour, les actes de mon fils me plongeaient un peu plus dans l'incertitude et la confusion. Ce n'était pas simplement une question de biens matériels, ce n'était pas une simple transaction pour lui faciliter la vie. Non, ce qu'il avait fait, c'était plus profond, plus sinistre. Il avait pris tout ce que j'avais, sans même m'expliquer clairement pourquoi, ni me donner la possibilité de comprendre ses intentions. Je me suis retrouvée seule avec cette pensée. Était-ce vraiment mon fils qui faisait ça ? Lui, celui qui, tout petit, se blottissait contre moi après une mauvaise note à l'école, celui que j'avais guidé à chaque étape de sa vie. Comment avait-il pu devenir quelqu'un qui me volait non seulement mes biens, mais aussi ma dignité ? Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui que mon mari et moi avions acheté ensemble il y a des années. Il était usé, mais il avait cette douceur qui me réconfortait. Je me suis souvenue de toutes ces années, de tout ce que j'avais fait pour lui. J'ai pris un moment pour réfléchir. Comment avais-je pu en arriver là ? Comment avais-je laissé ce fils me manipuler ainsi ? Peut-être que, par amour, j'avais fermé les yeux sur trop de choses. Peut-être que j'avais cru que tout allait se passer sans heurts, parce que c'était lui, mon enfant. Mais plus maintenant. Il était temps de reprendre le contrôle. Je savais que je ne pouvais pas régler cette situation seule. J'avais toujours géré mes affaires moi-même, mais là, je me rendais compte que je n'avais ni l'expérience ni les ressources pour faire face à un tel coup. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Monique, mon avocate. Je l'avais connue il y a plusieurs années, lorsque j'avais réglé quelques problèmes de succession après la mort de mon mari. Elle était professionnelle, mais aussi une personne de confiance. « Bonjour, Monique. C'est Carmen. »« Carmen. Comment allez-vous ? » ?»« Je vais bien, merci, mais j'ai besoin de votre aide. »« C'est urgent. »« Que se passe-t-il ? » ?»« C'est mon fils. Je crois qu'il a pris mon argent, mes documents, tout ce que j'avais. Il a fait ça sans me le dire. Il m'a demandé de signer des papiers, et maintenant, il veut vendre l'appartement et gérer tout mon argent sans me consulter. Je pouvais entendre le silence dans sa voix avant qu'elle ne réponde. « Carmen, cela semble très grave. Vous devez agir vite. Ne signez plus rien. Je n'ai plus confiance en lui. Je ne sais même pas quoi faire. » Monique a pris le temps de me rassurer, puis elle m'a expliqué la procédure à suivre. Elle m'a conseillé de ne rien signer de plus, de garder tous les documents possibles et de prendre rendez-vous avec elle immédiatement. Elle a aussi suggéré de rassembler toutes les preuves possibles de ce qu'il faisait, de prendre des photos, de vérifier les relevés bancaires. Elle m'a dit que c'était le début d'une longue bataille. Une bataille juridique pour récupérer ce qui m'appartenait. Une bataille contre mon propre fils. Mais elle m'a aussi dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Carmen, vous avez le droit de protéger vos biens. Votre fils ne peut pas prendre ce qui vous appartient sans votre consentement. » Cela m'a donné un peu de force. Je n'étais pas seule dans cette épreuve. J'avais quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. J'ai passé les jours suivants à rassembler tous les documents, à revoir mes finances et à préparer mon dossier. J'ai rassemblé mes relevés bancaires, mes papiers d'assurance, et surtout, les documents concernant l'appartement. Monique m'avait conseillé de garder une copie de tout ce qui pourrait servir de preuve. Mais au fond,
je savais que ce serait difficile. Comment allais-je expliquer à Rémi que je savais ce qu'il faisait, et que j'allais me battre contre lui pour récupérer ce qui m'appartenait? Un matin, alors que je revenais du marché, je l'ai vu. Rémi était chez moi. Il m'attendait dans le salon. Il avait cette expression habituelle, celle qui ne laissait rien paraître, mais je pouvais lire l'hostilité dans ses yeux. Il savait qu'il avait franchi une ligne, mais il ne voulait pas l'admettre. « Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » « Je m'inquiète, Rémi. Tu vois bien que je fais ça pour toi. Tout cela, c'est pour te protéger. » « Tu te trompes. Je n'ai jamais voulu ça. Tu n'as pas à comprendre. Tu es vieille, maman, tu dois accepter. Tu ne peux pas gérer tout ça toute seule. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'était la première fois qu'il me parlait ainsi, aussi sèchement, aussi froidement. Le regard qu'il me jetait n'était plus celui d'un fils aimant, mais celui d'un homme qui cherchait à justifier ses actes. Je savais que je devais agir. Je n'avais plus le temps de réfléchir. J'ai pris une grande inspiration, et je lui ai dit ce que je pensais. « Rémi, je ne suis pas stupide. Je sais ce que tu fais. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre option. Tu te trompes. Je ne vais pas te laisser faire ça. Ce que tu fais est illégal. » Il m'a regardé, surpris. Il n'avait probablement pas anticipé ma réaction. Mais je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus laisser mon fils me manipuler comme il le faisait. Il a essayé de m'intimider, mais cette fois, il ne pouvait plus me faire peur. J'étais prête à me battre pour ce qui m'appartenait. Et je savais que je ne pouvais plus compter sur lui pour me protéger. Il m'avait trahi. Après notre confrontation, j'ai pris un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Je savais que Rémi n'abandonnerait pas facilement, mais je n'étais pas prête à le laisser gagner. Je devais être forte. Pour moi, mais aussi pour mes petits-enfants. Je voulais leur prouver qu'ils pouvaient compter sur moi. Je ne voulais pas qu'ils voient ma faiblesse. Je suis retournée voir Monique le lendemain. Elle m'a rassurée en me disant que nous avions des chances de récupérer mon argent et mon bien. Mais elle m'a également mise en garde. Il allait falloir être stratégique. Je ne pouvais pas agir dans la précipitation. Il fallait que je sois calme et que je laisse le processus juridique suivre son cours. Mais je ne comptais pas attendre passivement. Je savais que je devais être patiente. Mais la patience ne signifiait pas accepter l'injustice. La bataille n'était pas terminée, elle venait de commencer. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Rémi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Je savais que cette situation ne se réglerait pas facilement, et plus je réfléchissais, plus je me rendais compte de l'ampleur du problème. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de biens matériels, mais de respect, de dignité, et de la façon dont mes enfants me percevaient. Le temps où j'avais été la personne qui pouvait tout gérer, tout résoudre, semblait révolu. Le pire, c'était que Rémi, mon propre fils, était devenu celui qui m'agressait silencieusement. Il m'avait pris mes documents, mes biens, et me disait sans détour qu'il savait ce qui était mieux pour moi. Mais comment pouvait-il penser que j'accepterais cela? Je n'étais pas une vieille femme à qui on prendrait tout simplement ce qu'elle avait accumulé, ses souvenirs, et ses sacrifices. Non. Je n'allais pas laisser quelqu'un décider de mon avenir sans me battre. Le lendemain de notre confrontation, j'ai pris les choses en main. J'ai contacté Monique, mon avocate, et lui ai expliqué la situation en détail. Elle m'a écouté avec une grande attention et m'a rassuré sur une chose, je n'avais pas perdu. J'avais encore le droit de défendre ce qui m'appartenait, et elle était prête à m'aider à faire valoir mes droits. Elle m'a expliqué qu'il était crucial de réunir toutes les preuves possibles, notamment les échanges de mets, les signatures de documents, et les relevés bancaires. Rémi avait pris de l'argent de mon compte sans mon consentement, et cela pouvait être qualifié d'abus de confiance. C'était grave, très grave. Mais, comme Monique me l'a dit, le plus difficile allait être d'affronter Rémi sur le plan juridique. Mon fils allait certainement me défendre en disant que tout avait été fait avec mon consentement, mais j'avais l'impression qu'il n'était plus prêt à me dire la vérité. Je suis allée à la banque, j'ai pris les relevés et j'ai récupéré tout ce que je pouvais. Monique m'a aussi conseillé de demander à la banque de bloquer tout compte en attendant la résolution de l'affaire. Cela m'a demandé du courage,
mais je savais que si je laissais Rémi continuer, il risquait de vider encore plus mes comptes. Une fois que j'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires, je suis retournée chez moi. Le téléphone a sonné. C'était Rémi. Je me suis senti une boule au ventre en voyant son nom sur l'écran. Il m'avait laissé sans nouvelles depuis notre dernier affrontement, mais il me semblait que ce coup de téléphone était une tentative pour ramener les choses à la normale. Ou du moins, ce qu'il considérait comme normal. Maman, il faut qu'on parle. De quoi? De l'héritage, maman. Je t'ai expliqué, je fais ça pour nous deux, pour ta sécurité. Ce n'est pas juste. Tout ça ne te sert à rien. Je l'ai écouté sans répondre tout de suite. Ses paroles étaient les mêmes qu'auparavant, il essayait de justifier ses actions, de minimiser ce qu'il avait fait. Mais je savais, au fond de moi, qu'il ne me voyait plus comme une égale. Il me considérait comme une vieille femme incapable de prendre des décisions rationnelles. Rémi, je n'ai pas besoin de toi pour gérer mes affaires. Maman, écoute-moi. Je veux juste que tu sois bien. Je m'en occupe, je t'assure. Il ne comprenait pas. Ou peut-être ne voulait-il pas comprendre. Ce n'était pas pour lui que je luttais, c'était pour moi, pour ce que j'avais bâti, pour mes choix, pour ma dignité. Je lui ai répondu. Rémi, j'ai déjà pris une décision. Et tu sais quoi? Tu n'as plus le droit de prendre des décisions pour moi. Maman, pourquoi fais-tu ça? C'est pour toi que je fais tout ça. Mais je savais, à ce moment précis, que la conversation était terminée. Rien de ce que je pourrais dire ne changerait sa position. Je ne lui ferais plus confiance. C'était comme une évidence, si je voulais récupérer ce qui m'appartenait, il fallait que je fasse face à lui d'une manière juridique. Je suis retournée chez Monique dès que j'ai raccroché. Elle m'a préparé à l'idée que la situation allait être longue et compliquée. Nous avons pris rendez-vous avec un notaire pour faire authentifier mes documents et déterminer le montant exact que Rémi avait pris. Tout devait être fait dans les règles de l'art pour que, lors du procès, rien ne puisse être contesté. C'était un moment difficile, car je savais que je devais désormais affronter mon fils, non pas seulement sur un plan affectif, mais sur un plan juridique. Cette bataille serait sans doute douloureuse. Mais je n'avais pas le choix. Je devais me défendre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier recommandé. Rémi avait décidé de riposter. Il me menaçait d'intenter une action en justice contre moi, affirmant que je n'avais pas toute la capacité mentale pour comprendre ce que je faisais. Il prétendait que mes actions étaient une conséquence de mon âge, que je n'étais pas en mesure de prendre des décisions éclairées. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Cela m'a glacée. Il osait me traiter ainsi, comme une personne fragile, incapable de défendre ses droits. Il allait jusqu'à nier la réalité pour manipuler la situation à son avantage. Cela m'a révoltée. J'ai immédiatement appelé Monique. Il n'a pas le droit de faire ça. Carmen, il essaie de te faire peur. Mais il n'a aucune chance. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Je ne veux plus qu'il touche à mes affaires. Il ne comprend pas. Il va comprendre. Monique était convaincue que nous gagnerions, mais il fallait être prête à un combat long et difficile. Le jour de la première audience en justice, j'ai pris un moment pour respirer profondément. J'étais nerveuse, mais je savais que je devais rester calme. Ce n'était pas juste une bataille pour de l'argent ou pour des biens matériels. C'était une bataille pour mon honneur, pour ma dignité, pour la reconnaissance de ma vie de travail et de sacrifice. Rémi est arrivé au tribunal avec son avocat. Il avait l'air déterminé, mais il n'avait pas l'air aussi confiant qu'il l'était au départ. Il savait, au fond de lui, que sa manipulation ne tiendrait pas. Monique et moi avions rassemblé toutes les preuves nécessaires. Nous étions prêtes. L'avocat de Rémi a commencé par poser des questions sur ma santé mentale. Mais Monique a immédiatement contre-attaqué en présentant des preuves de mes capacités intellectuelles et de mes choix éclairés. Le juge a semblé sceptique, et j'ai vu que Rémi commençait à douter. Il s'est de plus en plus enfermé dans un silence inconfortable. Ce jour-là, j'ai pris une grande décision. Je ne le laisserai plus jamais décider de ma vie, de ce que j'avais accompli. Les jours qui ont suivi l'audience au tribunal ont été remplis de tensions et de doutes.
Bien que nous ayons présenté des preuves solides et que le juge ait semblé sceptique face aux arguments de Rémi, il n'y avait aucune certitude quant au résultat. La procédure judiciaire prenait son temps, et chaque jour qui passait m'apportait son lot d'anxiété. Mais plus je pensais à ce qui s'était passé, plus je me rendais compte que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de biens matériels. Non, cette affaire allait bien plus loin. C'était une question de respect. Rémi ne me considérait plus comme sa mère, mais comme une charge à éliminer. Il ne voyait plus en moi qu'un obstacle, un fardeau qu'il fallait gérer selon ses propres critères. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que je n'étais pas prête à céder. Je savais que cette bataille allait être longue, mais je devais continuer à me battre pour ma dignité. Je me disais qu'il n'y avait rien de plus précieux que de défendre son droit à exister, à être respecté, peu importe l'âge ou la condition. Et si je perdais cette bataille, je perds tout. Mais si je me battais, alors il y avait encore de l'espoir. La date du verdict est arrivée plus vite que je ne l'avais imaginé. Je n'étais pas seule cette fois-là. Monique était là à mes côtés, prête à défendre mes droits jusqu'au bout. Le tribunal était bondé, et je pouvais sentir l'angoisse dans l'air. Je savais que Rémi attendait de me voir plier, espérant que je céderais à la pression. Mais je n'étais plus la même femme qu'avant cette épreuve. Quand le juge est enfin entré dans la salle, il a prononcé le silence. J'ai croisé le regard de Rémi, et pour la première fois, il semblait hésitant. Ce n'était pas lui qui me regardait avec confiance, mais plutôt avec incertitude. Il savait que son plan commençait à s'effondrer. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Le juge a pris la parole, et ces mots m'ont frappé. Après avoir pris en compte les éléments du dossier, les témoignages et les preuves apportées par les parties concernées, je déclare que Rémi n'a pas agi dans le respect des volontés de sa mère. Le transfert des biens et l'utilisation des fonds de Carmen Ménard ne sont pas valides. Je déclare que Rémi doit restituer l'intégralité des fonds retirés de son compte, et que la propriété de l'appartement lui revient en tant que bien légalement acquis par Carmen. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était une victoire, mais pas seulement pour moi. C'était une victoire pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans une situation similaire, se sentant trahies par ceux en qui elles avaient confiance. Rémi était blanc comme un linge. Il n'avait plus rien à dire. Rien. Je voyais dans ses yeux qu'il comprenait enfin que ce n'était pas à lui de prendre des décisions pour ma vie. Que ce n'était pas à lui de me dicter ce que je devais faire. C'était à moi de choisir. Monique m'a félicité, mais je n'avais pas envie de lui dire un mot. Je n'avais pas envie de crier victoire. J'avais juste l'impression d'avoir récupéré ce qui m'appartenait, ce qui aurait dû être respecté dès le départ. Après le verdict, je savais que Rémi allait réagir. Et effectivement, il est venu me voir quelques jours plus tard. Son attitude avait changé. Il n'était plus sûr de lui. Il avait perdu son aura de contrôle. Il m'a dit, d'une voix faible, presque implorante. « Maman, je n'ai pas fait ça pour te blesser. J'ai juste voulu te protéger. Tu m'as fait du mal, Rémi. Et tu m'as traité comme une inconnue. Je pensais qu'en faisant ça, je t'aidais, mais maintenant je vois que j'ai été égoïste. Je suis désolée. » J'ai regardé mon fils, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus cette femme qui se contentait de pardonner aveuglément. Non, je l'avais éprouvé, j'avais vu la vraie nature de ses intentions. Mais au lieu de me laisser envahir par la colère, j'ai décidé de lui répondre calmement. « Rémi, tu ne m'as pas aidé, tu m'as prise pour une imbécile. Et tu ne peux pas revenir en arrière. Ce que tu m'as fait est irréparable. Maman, je sais que je t'ai déçue, mais j'ai pris conscience de mes erreurs. Je ne veux plus te perdre. » Il avait l'air sincère, mais je savais qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il m'avait fait. Les mots d'excuse ne suffiraient pas. Je ne savais pas encore si j'allais pouvoir lui pardonner un jour. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la même personne. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de soulagement et de réflexion. Je ne voulais pas me réjouir trop tôt, car je savais que tout n'était pas résolu. Le plus difficile était derrière moi, mais l'impact de cette expérience continuerait de me marquer. Comment pouvais-je continuer à faire confiance à un fils qui m'avait traité de la sorte? Comment pouvais-je repartir de zéro, en sachant que mon propre enfant avait cherché à m'exploiter? Je me suis retrouvée,
d'une certaine manière, à reconstruire mon estime de soi. À retrouver la force que j'avais toujours eue. Et à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, mais qu'on peut apprendre à surmonter. J'ai compris que ma dignité n'avait pas de prix. Cela a pris du temps, mais je n'ai pas lâché. J'ai appris à vivre autrement, à m'entourer de gens qui respectaient ma liberté, ma volonté, et mon passé. J'ai continué à garder mon appartement, et bien que la relation avec Rémi ne soit plus ce qu'elle était, je n'ai pas perdu ce qui était essentiel pour moi, mon indépendance, et ma capacité à faire face à l'adversité. Le verdict du tribunal m'avait donné un sentiment de justice, un soulagement temporaire, mais la réalité m'avait rattrapé bien vite. Après la bataille juridique, il ne restait plus que des morceaux d'une relation brisée avec mon fils, une confiance ébranlée et une douleur profonde d'avoir été trahi par celui que j'avais élevé avec tant d'amour. Mais ce n'était pas la fin. Je savais que je devais continuer à avancer, même si c'était difficile. Je m'étais souvent demandé ce que cela signifiait de vieillir, de se retrouver seul avec ses souvenirs, ses erreurs et ses rêves abandonnés. Est-ce que j'étais simplement en train de m'éteindre à petit feu, ou est-ce qu'il y avait encore une chance de trouver quelque chose de nouveau, de construire quelque chose pour moi, malgré tout? Je n'avais plus de grandes illusions, mais j'avais aussi une profonde détermination à vivre mes dernières années comme je l'entendais. Les premiers mois après le procès étaient les plus difficiles. Le vide laissé par cette trahison était immense. Rémi venait encore me voir, mais ses visites étaient devenues gênantes. Chaque mot qu'il prononçait semblait une tentative de me faire oublier ce qu'il m'avait fait. Mais je savais que tout ne pouvait pas revenir comme avant. Je n'étais plus la même. Je ne pouvais plus accepter les compromis à tout prix. J'avais accepté de le protéger, de lui pardonner toutes ses erreurs passées, mais cette fois, j'avais franchi une limite. Et il l'avait franchie aussi. Mais je ne voulais pas être amère. Je ne voulais pas que cette trahison définisse tout ce qui restait de ma vie. J'avais décidé de tourner la page. Il était temps de redonner un sens à mes jours. J'ai commencé par faire un peu de tri dans ma maison. Cet appartement, que j'avais tant aimé, qui avait été le témoin de tant de moments heureux avec mon mari, allait rester un endroit où je pourrais m'épanouir, et non un lieu de rancune. Je ne voulais pas que mes souvenirs soient noyés dans les larmes et la douleur. Je me suis mise à réorganiser chaque pièce, à redonner un peu de vie à chaque espace. Peut-être que ce n'était pas grand-chose, mais chaque petit geste me redonnait un peu de pouvoir. Un peu de contrôle. Je suis allée au marché plus souvent, me suis inscrite à des ateliers d'art, et j'ai commencé à redécouvrir la ville avec des yeux nouveaux. Je n'avais plus de pression de m'occuper de mes enfants, de répondre à leurs attentes. C'était moi qui décidais de ce que je voulais faire de ma vie. Un jour, lors d'une de ces visites au marché, je suis tombée sur Emma, ma fille. Cela faisait des mois que nous n'avions pas parlé, depuis que le combat avec Rémi avait éclaté. Elle ne m'avait pas vraiment soutenue pendant la procédure. En fait, elle avait pris un certain recul, comme si elle ne savait pas trop quoi en penser. Je l'avais respectée, bien sûr. Elle avait sa propre famille et ses propres préoccupations. Mais je savais aussi que, au fond, elle m'avait vue comme une victime de Rémi. Elle avait du mal à voir la situation sous un autre angle. Elle m'a abordé doucement, comme si elle avait peur que je lui en veuille. Je n'avais pas de rancune envers elle, mais j'étais déçue qu'elle n'ait pas été plus présente. Elle avait toujours été proche de moi, mais j'avais l'impression que cette fois, elle se tenait à distance. Je ne lui en ai pas voulu. C'était juste difficile. Maman, je sais que les choses ont été compliquées. Je voulais te dire que, je suis désolée de ne pas avoir été plus là pour toi. Tu n'as rien à te reprocher, Emma. C'est la vie, tu sais. Tout ne se passe pas comme on l'imagine. Tu as tout donné pour nous, et je t'ai un peu laissé de côté. Elle semblait sincèrement triste. Je t'aime, maman. J'ai juste eu peur de te voir te battre contre Rémi. Je ne savais pas comment gérer ça. Cela m'a fait chaud au cœur d'entendre ces mots. Cela ne réparait pas ce qui s'était passé, mais cela me donnait un peu d'espoir. Peut-être que je n'étais pas complètement seule dans ce monde. Tu sais, Emma, je ne te reproche rien. Ce que je veux, c'est qu'on soit tous heureux, qu'on puisse avancer, chacun à notre manière. Je comprends, maman. Je vais essayer de rattraper tout ça. Elle m'a pris dans ses bras. C'était simple,
mais ça m'a fait du bien. Cela m'a rappelé que, malgré tout, il y avait de l'amour. Et c'était ça qui comptait. Après cette rencontre, j'ai ressenti quelque chose de différent. Peut-être que ce n'était pas la fin de tout, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau. J'avais tout perdu, oui. Mais j'avais aussi appris à me retrouver. Quelques mois plus tard, je me suis inscrite à un cours de peinture. Je n'avais jamais été une grande artiste, mais j'avais toujours aimé dessiner et peindre dans mes moments de solitude. Peindre me permettait de me libérer de mes pensées. Je n'avais plus à penser à Rémi, à mes échecs, à ma trahison. Je pouvais m'exprimer, sans jugement. Je me suis fait des amis dans le groupe. Des gens plus jeunes, mais avec qui j'avais des affinités. Ils m'ont apporté un regard neuf sur le monde, sur les relations humaines, sur la manière de voir les choses. Il y avait même une petite galerie d'art qui proposait aux artistes amateurs de montrer leurs œuvres. Cela m'a permis de voir que, même à mon âge, il y avait encore de la place pour l'expression personnelle. J'ai aussi commencé à faire plus de bénévolat. Ça m'a fait sentir que je pouvais encore apporter quelque chose aux autres, que je pouvais encore être utile. Que ma vie avait de la valeur. Pas à travers ce que j'avais donné ou perdu, mais à travers ce que je pouvais encore offrir. Le temps, l'attention, le soutien. C'était comme ça que je voyais désormais mon rôle dans le monde. Rémi est venu me voir quelques mois après notre confrontation finale. Cette fois, il ne m'a pas imposé de discours. Il est arrivé, un peu honteux, et m'a dit : « Maman, je veux que tu saches que je suis désolé. Tu as fait ce que tu pensais être juste, Rémi. Mais ça ne change rien à ce que tu m'as fait. Je ne peux pas revenir en arrière. Je sais. Mais j'aimerais qu'on puisse réparer les choses. Je ne veux plus vivre avec cette culpabilité. » Je l'ai regardé. Il avait changé. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Il ne me disait pas qu'il regrettait juste d'avoir perdu l'argent, mais qu'il regrettait d'avoir perdu son lien avec moi. Mais la distance était trop grande. Je n'étais pas prête à tout effacer. Je vais te dire ce que je ressens, Rémi. J'ai compris beaucoup de choses ces derniers mois. Je ne suis plus la même. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se détruire mutuellement. Je ne veux pas que tu souffres, maman. Je t'aime. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas repartir à zéro. Je pouvais peut-être lui accorder une place dans ma vie, mais cela ne serait plus jamais comme avant. Il devait apprendre à respecter mes choix, à comprendre ma volonté, et non à me dicter ce que je devais faire.